Alors, on continue donc avec les récepteurs cette fois-ci. Donc, récepteurs ditermes avec deux sources de, de température. Alors, on va prendre l'exemple d'un réfrigérateur. Et là, on va évidemment, avec un fluide en écoulement, d'accord, pour faire les opérations, les différentes étapes du cycle thermodynamique. Ça nous renvoie donc au DS que je vous avais fait, hein, avec le cycle de Stirling inversé. Alors, c'est un petit peu différent dans la réalité. Voilà, mais on va faire un petit peu le lien entre les deux pour voir pour comment l'un et l'autre, ce qu'ils ont en commun. Hein. Alors, un réfrigérateur donc, fonctionne avec deux sources. Hein. La source de température, la température est la plus élevée, on l'appelle toujours la source chaude. Dans le cas d'un réfrigérateur, donc c'est l'atmosphère du logement, c'est la source chaude. La source de température, la température est la moins élevée, c'est la source froide. Ça va être l'intérieur du réfrigérateur avec son contenu, donc les denrées qui y sont contenues. Alors, c'est pas vraiment un thermostat. D'ailleurs, j'avais bien gardé de vous dire que c'était ça, ou même que c'était un pseudo-thermostat. Bon, nous, ce qu'on va dire ici, c'est une pseudo-source. Hein. Donc, sa capacité calorifique, on va dire, elle est grande. Non, vous avez vu, j'avais posé MC égale 10 fois NCV. D'accord ? Mais on ne fait surtout pas l'approximation MC très grande ou NCV ou quelque chose comme ça, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra jamais la refroidir, si vous voulez, cette source froide. Donc je suppose que par rapport évidemment au fluide qui circule, et je prends une portion de fluide, voilà, j'aurai une capacité calorifique beaucoup plus élevée de l'ensemble des denrées que j'ai à refroidir, d'accord ? Voilà, mais néanmoins, voilà, c'est-à-dire que sur un cycle, si vous voulez, la baisse de température sera assez faible, donc on pourra le considérer comme une quasi-source. Mais évidemment, je ne peux pas la considérer que c'est une source, parce que sinon sa température ne baissera pas et je ne verrai pas que j'abaisse la température. Hein. Voilà, donc, d'accord, donc capacité calorifique donc grande mais non infinie, de sorte que la température varie. Hein. Le but d'une machine frigorifique est en disant d'abaisser cette température et de maintenir cette température à une valeur inférieure à T1. Hein. Alors, on se doute que dans un réfrigérateur, il y a à la fois un moment où on le met en route, donc il y a un état transitoire, d'accord, où la température des denrées va baisser, mettons, de 20 degrés à 5 degrés, hein, si c'est à l'intérieur d'un réfrigérateur, et ensuite on va maintenir ça, c'est-à-dire qu'en fait on va simplement compenser les transferts thermiques dus au fait que le réfrigérateur s'ouvre, qu'il y a des transferts thermiques à travers l'isolant qui contient les denrées, etc. Donc on va simplement compenser ces apports de chaleur qu'on voudrait éviter, bien sûr. Alors, problème du 3.9 avec un système donc piston cylindre masse, système avec un fluide en écoulement à régime permanent dans un vrai réfrigérateur, donc comme ci-contre, voilà deux exemples de réfrigérateurs. Hein. Alors, regardons ce qui se passe dans un vrai système, hein, avec un fluide en écoulement. La transformation AB, ça va être ici une compression adiabatique, et non pas une compression monotherme comme on avait. Hein. On va voir qu'en fait, AB et BC, ce sera l'équivalent d'une monotherme. Donc c'est une compression adiabatique, hein, d'accord. Donc là, donc vous prenez toujours un petit bout du fluide ici, tac, hein, il va circuler, d'accord. Le compresseur fait à la fois circuler ce fluide, hein, il faut être comprime et puis il fait circuler. Voilà, donc ce bout de fluide qui est là, il va se retrouver ici, d'accord, enfin, comme ça, voilà, hein. Bout de fluide qui est là, il va se retrouver là. La température, donc sigma F, ce serait un bout de fluide ici, hein, voilà, qui se retrouve là, c'est le même système sigma F, hein, là à un certain instant T, ici à T plus delta T, d'accord. Donc la température du fluide sigma F en B, donc à l'issue du compresseur, est plus élevée que la température de la source chaude. Vous avez un W ici, hein, qui est positif, d'accord, voilà. Donc forcément, il y a un delta T qui est positif. Okay. Ça, évidemment, pour refroidir ensuite quelque chose, c'est pas très intéressant. La transformation BC, qu'est-ce que c'est ? Sigma F cède de la chaleur à la source chaude. Alors ça peut évidemment paraître assez étonnant. Alors, ce qu'on a ici, ce qui est très important, hein, c'est que la température en B, elle est supérieure à la température de la source chaude. Donc attention, là, c'est une vraie différence avec le cas du moteur. Le cas du moteur, le système était forcément plus froid que la source chaude pour que la source chaude puisse transférer de la chaleur vers le moteur, vers sigma F. Là, attention, c'est l'inverse. D'accord, hein. Donc le compresseur porte le fluide. Hein. Alors c'est l'évaporateur, c'est le système que vous avez derrière le réfrigérateur. Hein. Vous mettez votre main, c'est assez chaud, d'accord, peut-être à 30-40 degrés, enfin, c'est pas non plus... Voilà, d'accord. Et tout ça, il faut que ça se refroidisse au contact de l'atmosphère. Hein. Pour ça, il ne faut surtout pas... fermer ça, il faut l'air circule autour d'un réfrigérateur pour justement pouvoir évacuer cette chaleur.
D'accord? Voilà. Donc ici, ce que on va avoir, hein, on va avoir ici un transfert de chaleur dans ce sens-là, hein, de la part de sigma F vers l'atmosphère. D'accord? Voilà. Donc le Q1 qui est ici, hein, il est négatif, que le transfert thermique, voilà, le système reçoit algébriquement de la chaleur négative, donc il en cède, hein, à l'atmosphère, voilà, parce que, je répète, le système est à une température plus élevée que la source chaude. Hein. Je rappelle que source chaude, source froide, c'est simplement, on compare les températures entre elles, on compare les températures avec sigma F, d'accord? Voilà, donc il se trouve que sigma F, à l'état B, est à une température plus élevée que la source chaude, d'accord? Voilà, hein. Ok, donc voilà, on a un transfert thermique dans ça. Le but étant, hein, de refroidir le fluide pour qu'à l'état C, il arrive à peu près à température T1, c'est-à-dire à température de l'atmosphère. Hein. Donc voilà, TC, on est à peu près à T1, hein, d'accord? Voilà, en C, on a le fluide à la température de la source chaude, à une pression, mais l'intérêt, c'est de l'avoir à une pression plus élevée. Hein. Voilà, d'accord. Alors, cette étape ABBC, en fait, c'était l'étape AB. Parce que finalement, si mon compresseur, je le fais, c'est pas un compresseur qui agit adiabatiquement, d'accord. Si on considère qu'à la fois on comprime et à la fois on est en contact avec avec la source de température à T1, voilà, on fait une compression monotherme, d'accord. Voilà. Bon, donc voilà, donc ça revient toujours un peu au même. Hein. Il faut produire un système à haute pression et à température ambiante, à température la plus basse qu'on puisse avoir. Hein. Voilà. Ensuite, l'idée, je vous rappelle, pour produire du froid, c'est delta U égale W avec W négatif. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi justement on porte à haute pression quelque chose, pour qu'ensuite, dans la détente, hein, on ait un W négatif. Et donc, on baisse la température. Et si on démarre avec une température qui est la température la plus basse qu'on peut avoir, à savoir la température ambiante, on va forcément descendre en dessous de la température ambiante, donc on va refroidir. Alors, dans un premier temps, ce sera sigma F, et dans un deuxième temps, ce sera, par contact thermique, le système qu'on veut refroidir. D'accord ? Voilà. Alors ici, dans la transformation CD, donc on a un détendeur, hein, qui abaisse adiabatiquement forcément la température du fluide. Hein, voilà. Donc on a un W ici dans le détendeur, donc qui est négatif. Hein, voilà. De manière à ce que le delta U du fluide soit négatif et donc le delta T soit négatif. Hein, d'accord ? Comme c'est adiabatique. Détendeur donc abaisse adiabatiquement fortement la température du fluide sigma F. Hein. On fabrique du froid et ou, éventuellement on fait en plus un changement d'état, d'accord. Hein. Donc le détendeur est un simple tube en fait. Alors comment c'est un simple tube de faible diamètre, hein, qui assure que la pression en D est inférieure à la pression en C. Hein. Tout en ayant le fluide à l'équilibre thermodynamique. Alors ça c'est un truc un petit peu étonnant, puisque on sait que quand un fluide est à l'équilibre thermodynamique, sa pression est uniforme, d'accord. Alors là, si vous voulez, on a en fait un tube de très faible diamètre, c'est de l'ordre du millimètre, etc. Donc c'est voilà. Et en fait, la viscosité du fluide fait que tout en ce fluide étant à l'équilibre thermodynamique, si vous voulez, enfin il circule. Et, voilà, on a quand même un gradient de pression, une variation de pression entre la pression d'entrée et la pression de sortie. Hein, parce qu'en gros, si on bourre un peu en pression en C, comme le diamètre du tube est très petit, la pression la pression D ne sera pas égale à la pression C. On aura une variation de pression. Voilà. Donc ça, c'est dû au fait que la viscosité du fluide, hein, c'est le frottement du fluide sur le tube. Voilà, d'accord. Donc voilà, donc on fabrique du froid au niveau de sigma F d'abord, uniquement au niveau de sigma F. Ensuite, au niveau de la transformation dA, le fluide sigma F est mis en contact thermique avec la pseudo-source froide, c'est-à-dire ce qu'on veut refroidir. Sigma F, donc, à ce moment-là, est à une température plus basse que la source froide. Hein. Donc c'est ça l'idée aussi, d'accord. Donc TD est inférieur à T2, on pourra de toute façon jamais aller en dessous de ce TD. Hein, c'est-à-dire que la température, on arrive à moins 5 degrés par exemple, et qu'on veut refroidir à 5, hein, bon, c'est en gros ce qui doit se passer dans un frigo, hein, le fluide qui circule autour, qui provoque la congélation de la glace, bon, il n'est pas à 5 degrés, si on veut refroidir à 5, il n'est pas à 5, hein, il y a des systèmes ensuite qui régulent la température, qui arrêtent ou qui refont démarrer le frigo. Hein, bon. Voilà, donc on arrive ici à un système donc liquide-vapeur, hein, voilà, qui est à température TD donc inférieure à 5 degrés. Donc ici, mettons que les deux à refroidir, hein, essentiellement, voilà, elles vont céder de la chaleur à ce truc-là, à ce système donc liquide-vapeur. Voilà, voilà, et donc on va abaisser la température de la source froide. Hein, et ce faisant, évidemment, on va transformer du liquide en vapeur. D'accord ?
Voilà, sous l'effet de ce transfert thermique. D'accord. Donc, la source froide, donc cette dernière cède positivement la chaleur à σF et se refroidit. Donc, à ce moment-là, voilà, le transfert thermique Q2, il est positif. Le transfert thermique reçu par σF, il est bien positif. σF donc, absorbe cette chaleur en consommant sa phase liquide et en produisant de la phase vapeur à température et pression constante. D'accord. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait dans le DS? On avait cette partie détendeur et contact qui était en même temps. C'est-à-dire qu'on mettait même en fait en contact d'abord la pseudo-source froide, d'accord. Bon, ce qui fait que ça réchauffait un petit peu le σF, et ensuite on faisait la détente, alors qu'on avait les deux en contact en même temps, d'accord. Donc on avait à la fois refroidissement du fluide qui en même temps provoquait un refroidissement du système à refroidir. Alors là, comme c'était quasi statique, bon, tout baissait en température en même temps. Mais c'était quand même la détente du fluide qui permettait ce W négatif sur l'ensemble fluide union pseudo-source froide. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme un peu comme schéma? Voilà. Alors, voilà ce qu'on a. Oui, j'ai une diva dans la maison. Alors, on démarre ici. Donc là, on est en A. Donc là, ici, on est en basse pression. D'accord. Voilà. On va monter ici en haute pression en B. Pardon. On va monter en B. Et voilà. Alors ici, voilà, ça. Voilà. Ok, donc ici on va être voilà, là on est à plus que 20 degrés, donc là mettons on est à 20 degrés C, là on est à haute pression, voilà, donc là c'est la compression adiabatique, et ici avec l'évaporateur, on refroidit ici, voilà, et on amène le système à peu près là. Voilà, on l'amène à peu près en C ici, à l'état donc de liquide saturant. Voilà, voilà ici à haute pression. Ok, donc c'est la pression. Voilà, parce qu'on veut le monter en pression, d'accord. Voilà, mais on reste à température, ça c'est T1. Voilà. Donc on le monte en pression à température. Alors ça, c'est pas forcément de l'eau. D'accord, les fluides frigorigènes, c'est pas l'eau, mais je vous présente en gros ce qui se passe. Voilà. Donc ici, cette compression adiabatique, bon, c'est les puissances gamma égale constante. Et puis ensuite, donc, voilà, on refroidit. Parce que là, on va être à une température, donc TB, supérieure à T1. Puisqu'ici, on est sur une autre isotherme, d'accord. On est sur une isotherme plus haute température, d'accord. On a vu ça dans le DM. Voilà. Ici, je suis à température TB supérieure à T1 qui vaut 20 degrés C. D'accord. Voilà. Ok. Alors ensuite, bon, malheureusement là, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis en DS. On ne peut pas s'en sortir autrement qu'avec une fraction massive. Voilà. C'est-à-dire que là, la détente CD, elle est comme ça. La détente CD, bon, qui est adiabatique. Alors, je vous l'ai fait en TD dans l'exercice 4. Quand on détend adiabatiquement, bon, j'ai pris de l'eau. Voilà, on détend adiabatiquement de l'eau à 20 degrés, elle se retrouve à 4 degrés. Voilà. Donc vous l'avez dans le TD, voilà. Donc là, ça se forme sur l'état D, donc un état liquide-vapeur, d'accord. Voilà. Et ensuite, ça, bon, mettons, voilà, je vous dis, je sais pas trop, ça va dépendre du fluide, mais mettons qu'on soit, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis moins 5 degrés ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que j'ai dit, ouais, quelque chose qui circule, bon, à une température assez basse. Mettons moins 5 degrés C pour... voilà. Même si on veut refroidir, mettons qu'à 5 degrés à l'intérieur du frigo, on va quand même faire circuler quelque chose qui est en dessous de 0 degré. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Et donc, ici, on va avoir un transfert de chaleur sur DA. On va avoir un transfert de chaleur de la part des denrées avec, donc, voilà, la phase liquide qui va être transformée en phase vapeur. Et comme on se maintient à basse pression, on va arriver à un état où on va être uniquement en phase vapeur. Et on revient à l'état A. En plus, bon, c'est bien cyclique. Quand il y a un changement d'état, c'est bien cyclique. D'accord. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui est mis en œuvre. Donc encore une fois, j'aurais pu vous le faire, voilà, j'aurais pu très facilement. C'est une espèce de cycle de Rankine inversé, quelque part, plus ou moins. Enfin bon, voilà, mais ça pose pas de. Bon, il faut simplement la maîtriser les fractions massiques, parce que sinon, bon, j'ai un petit peu cherché à vous faire deux versions, une avec fraction massique, sans fraction massique, mais bon.
Je vois pas bien comment le faire sans fraction basique. Voilà donc pour un réfrigérateur. Hein. Alors le cas du climatiseur, c'est la même chose, sauf que c'est le logement qui est le réfrigérateur, enfin qui est l'intérieur du réfrigérateur. Hein. Voilà, la pseudo-source froide, c'est l'intérieur du logement que vous voulez refroidir, d'accord. Et la source chaude, c'est l'atmosphère extérieure au logement, d'accord. C'est pas, voilà, c'est l'atmosphère extérieure au logement, d'accord. Voilà. Donc après, le principe est le même. Hein. Il y a un compresseur, voilà. Donc on monte le système à une température plus élevée que l'extérieur, qui peut être, je sais pas si c'est l'été à 30 degrés, 30 ou 40 degrés. Hein. Voilà, donc on fabrique un gaz à la pression, enfin un gaz ou un liquide, hein, à la température extérieure, à haute pression, ensuite on détend. Voilà, et donc on produit du froid. Voilà, donc conclusion de ces systèmes, hein, tout se passe comme si on faisait passer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud, hein, c'est-à-dire dans le sens inverse du sens naturel. Voilà, alors vous remarquez hein, que pour un récepteur, le cycle est parcouru toujours dans le sens trigo. Hein. Il suffit de le voir sur certains exemples. Alors ça peut se démontrer cette histoire de sens, mais il faut supposer que la transformation est totalement réversible. Hein. Donc bon, ça c'était des trucs qu'on faisait à mon époque. Bon, maintenant on ne le fait plus heureusement. Voilà, mais simplement quand même cette histoire de sens reste vraie. C'est-à-dire, même si c'est partiellement réversible, on observe toujours que les récepteurs, voilà, c'est parcouru dans le sens trigo et les moteurs dans le sens inverse du sens trigo. Et ça, on peut presque vous le demander. C'est-à-dire, vous donnez un cycle et vous dire est-ce que c'est un cycle moteur, est-ce que c'est un cycle récepteur. Hein, donc, rien qu'avec le sens, il faut voir. Bon, alors on verra un petit peu l'efficacité plus tard, dans une